Bonjour à tous. Je voudrais aujourd'hui vous parler d'approche agile et d'approche valeur. Mon nom est Lucie Parot. Je suis certifiée spécialiste en valeur et je ne connais pas grand-chose dans la méthode agile à part ce que je vais présenter aujourd'hui. C'est vous les spécialistes agiles, mais ce que je veux faire, c'est de démontrer que les deux peuvent travailler ensemble, main dans la main. Alors, on va démarrer ça. Et ça démarre avec une présentation de quelques exemples qu'on va utiliser pour démontrer ce que je veux vous démontrer. On va parler entre autres du logiciel de préparation des statistiques de circulation. On va parler aussi un peu de simulateur de tir. On va parler aussi de priorisation d'un portefeuille de projets en informatique. Mais ce sont toutes ici des applications que nous avons travaillées avec des équipes de développeurs en y intégrant la démarche valeur pour l'optimiser encore plus. La première chose, parlons un peu de l'approche agile. L'approche agile a quatre grandes valeurs, si vous voulez, qui sont, on met l'importance, on accorde l'importance aux individus et leur interaction plutôt qu'au processus ou aux outils. Donc, on va parler d'interaction entre les individus. On parle aussi d'un logiciel fonctionnel plutôt qu'une documentation exhaustive. Alors, il faut que le logiciel fonctionne pour le client qui va être l'utilisateur. On va parler de collaboration avec les clients plutôt qu'une négociation contractuelle. Donc, les clients doivent être représentés quand on parle d'analyse à valeur. Et finalement, l'adaptation au changement plutôt que l'exécution d'un plan. Alors, comment on peut s'adapter grâce à la démarche valeur. L'approche agile, en plus des quatre valeurs qu'on vient de voir, a 12 principes, mais on les verra pas un après l'autre, vous les connaissez. Mais de ces principes-là, il ressort des éléments clés. Les éléments clés sont la vision du produit. On doit pouvoir aligner l'équipe sur cette vision de produit, identifier la cible, donc le produit qu'on veut faire, ça sert à quoi, et les objectifs qu'on veut rencontrer avec ce projet-là. Et ce qu'on dit, c'est que l'approche valeur peut aider ici, mais l'approche valeur peut aussi aider dans la portée du projet. Donc, quels sont les besoins initiaux qu'on cherche à satisfaire? Comment on peut prioriser ces besoins-là? Et comment on peut utiliser les récits des utilisateurs pour décrire ces besoins-là. Et là aussi, l'approche valeur peut apporter des choses intéressantes. On va voir ça dans quelques minutes. On a aussi un autre élément clé qui est le carnet produit qui priorise les livrables selon leur valeur. Donc, qu'est-ce qui est important de livrer aux clients? Selon leur valeur, évidemment, pour ce client-là, ce n'est pas notre choix à nous, c'est le client qui va définir la valeur de son produit. Et finalement, un plan de livraison, donc une feuille de route, une cadence et une estimation des coûts ou des temps requis pour définir le produit. Alors, l'approche valeur, qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle fait? Bien, elle a un plan de travail qui consiste en 6 phases. On les voit ici, les phases 1, qui est la phase d'information, qui nous permet de définir qu'est-ce qu'on connaît du projet au début, où est-ce qu'on en est avec la situation. La phase 2, qui est la phase d'analyse fonctionnelle, où on va passer le plus de temps aujourd'hui. Ensuite, une fois qu'on a bien compris l'ensemble des fonctions que notre produit doit réaliser, bien, une phase de créativité pour identifier les meilleures solutions possibles pour répondre à ces fonctions-là. Une phase d'évaluation des idées créatives qu'on a eues. Alors, quelles sont les idées qu'on voudrait pousser plus loin et celles qu'on va éliminer et pour quelles raisons? Et finalement, on va développer des propositions pour faire des scénarios de solutions possibles. Et le scénario avec la meilleure valeur, on va l'identifier et c'est celui-là qui sera éventuellement implémenté. Donc, la vision du produit, elle est décrite à travers les besoins et c'est la phase d'analyse fonctionnelle qui nous permet de les identifier. Alors, les récits utilisateurs sont une façon d'identifier les besoins qu'on cherche à combler avec ce nouveau logiciel, ce nouveau produit. Mais vous allez voir que nous, quand on est dans le monde de l'analyse à valeur, on a d'autres méthodes aussi que les récits utilisateurs pour éliciter les besoins et on va voir ça dans quelques minutes.
Ces fonctions-là, une fois qu'on va les avoir identifiées, soit avec le récit utilisateur ou d'autres méthodes, on va les organiser dans ce qu'on appelle un diagramme fonctionnel qui va nous montrer l'importance des besoins ou des fonctions les unes par rapport aux autres. Entre autres, quelle est la fonction de base? Ça sert à quoi? Quelle est la raison d'être de ce produit-là? Et quelles sont les autres fonctions qui sont des fonctions support qui nous permettent d'améliorer la réalisation de la fonction de base? Et il y aura peut-être même des fonctions contraintes qui nous sont imposées, soit par l'entreprise ou par des lois. Par exemple, la loi sur le secret de certaines, la confidentialité de certaines données. Alors, ce n'est pas tout de définir qu'est-ce que le produit doit faire, mais il doit aussi le faire avec un certain degré de performance. Et c'est ce qui sera explicité dans la partie caractérisation des fonctions. Donc, on donnera des critères de performance avec des niveaux de performance et une flexibilité associée à ce niveau. Cette flexibilité décrivant à quel point ce niveau de performance est négociable ou pas. Et dans l'exemple que je vais montrer tantôt, on va mieux comprendre, j'en suis sûre. Alors, tout ça permet de documenter le carnet produit, bien sûr, incluant la hiérarchisation des fonctions. Alors, les fonctions, autant elles peuvent être de base, support ou contrainte, elles peuvent aussi avoir un degré de hiérarchie. Alors, on peut l'exprimer avec 1, 2, 3. 1, c'est essentiel, 2, c'est intéressant, 3, nice to have. Ou on peut leur donner un pourcentage par rapport à un total de 100%, qui dit quelle est le plus grand poids, quelle est la plus grande priorité par rapport aux autres. Et dans le plan de livraison, on parlait d'estimation, bien ici aussi, on veut savoir combien vont coûter ces fonctions-là. Et on a des façons de le faire et qui nous expriment des choses qui nous font grandement réfléchir. Dans une livraison agile, il y a différentes responsabilités aussi. Alors, ces responsabilités-là sont, entre autres, que le product owner soit là. Il incarne la vision du produit et c'est une personne qu'on veut absolument voir dans une étude de la valeur. Le Scrum Master, lui, va structurer le projet. Bien, avec les outils d'analyse à valeur, ça va l'aider à structurer le projet parce qu'il va voir les différentes fonctions que le produit doit réaliser et comment ces fonctions-là sont structurées entre elles. Et ça va lui permettre probablement là, de bien définir une structure de projet fonctionnelle. L'équipe de développement va réaliser les incréments qui vont sortir de cette étude-là en disant lesquels doivent être réalisés en premier, en deuxième, et ainsi de suite. Donc, on parle de l'analyse des besoins qui nous permet d'identifier l'ensemble des besoins. Et à partir de là, on va commencer à concevoir à un niveau conceptuel et on va pouvoir même déjà identifier les coûts des différents concepts pour choisir le concept qui a le plus de valeur, le plus intéressant pour le client. Et on va développer après ça ce qui est décrit dans le concept. On va les développer, mais de façon itérative et incrémentale. Donc, des bouts, un bout à la fois. Donc, ça va être des morceaux, si vous voulez, du produit final qu'on va valider avant de passer à un prochain incrément. Alors, ça, c'est possible dans certains contextes, entre autres dans le contexte du logiciel. Évidemment, ça ne serait pas possible dans un contexte comme le monde de la construction, où, oui, on va analyser les besoins, on va concevoir le bâtiment, puis là, on va commencer à le construire, mais c'est quasi impossible de penser qu'on pourrait, par exemple, construire d'abord les fondations, valider les fondations avec le client et ensuite dire, bon, maintenant, une fois que ces fondations-là répondent bien à vos besoins, on est clair et conscient que ça répond bien aux besoins. Là, on va développer le premier étage, on va construire le premier étage. Et là, si ça, c'est bien validé, comme quoi ça répond à vos besoins, ensuite, on fera les autres étages. Ça ne marche pas dans un secteur comme le secteur de la construction, mais ça marche dans le secteur du logiciel. Donc, allons voir les outils valeurs, mais la première chose qu'il faut s'entendre, c'est la définition de valeur. Alors, la définition de valeur, c'est le ratio, si vous voulez, entre le niveau de satisfaction des besoins par rapport à un produit en particulier
Et donc, l'ensemble des besoins, jusqu'à quel niveau on les satisfait. Donc, tout ça par rapport au coût des différentes ressources, des différentes solutions qu'on va envisager pour satisfaire ces besoins-là. Donc, c'est un équilibre à atteindre entre voici les besoins qu'on doit satisfaire, l'importance de chacun de ces besoins-là, et combien d'argent ça va coûter pour satisfaire ces besoins-là. Allons voir des exemples qui vont nous permettre de mieux comprendre. Alors, j'arrive ici aux différentes méthodes de recherche des fonctions. Vous avez dans la méthode agile les récits utilisateurs qui sont couramment utilisés. Et en analyse à valeur, on a ces 6 méthodes-là qu'on utilise. Alors, la recherche intuitive, qui est tout simplement, on exprime les différentes fonctions qu'on croit que le produit devrait réaliser, mais sans structure, sans organisation, on fait juste sortir ce qui nous passe par la tête. L'examen de l'environnement, lui, va permettre de placer le produit dans une boîte noire, si vous voulez, et de regarder tout autour du produit quels sont les interacteurs qui peuvent être des personnes ou d'autres logiciels ou même du hardware. Alors, comment ça interagit avec le produit qu'on cherche à développer et quelles sont les attentes qui vont être traduites en fonction du produit pour répondre à ces attentes-là. Une séquence, l'analyse d'une séquence va regarder l'utilisation d'un produit, et ça, c'est possible juste si on a un produit actuel. Alors, quelles sont les étapes qu'on doit faire pour utiliser le produit? Donc, quelles sont les fonctions du produit pour répondre à ces différentes étapes-là? L'examen des mouvements et des efforts permet de regarder est-ce qu'il y a des mouvements, entre guillemets, ou des efforts qui sont appliqués au logiciel qu'on est en train de développer. Par exemple, ça peut être des mouvements de données. Si on a des données qui vont être utilisées à 2 endroits, comment on va y accéder? Les efforts, ça peut être par exemple des efforts de pirates qui pourraient avoir le goût de rentrer dans le logiciel ou encore des efforts par rapport au nombre d'utilisateurs en même temps et la vitesse d'utilisation, des choses comme ça. L'analyse d'un produit de référence, mais ça peut être le produit actuel qu'on va analyser pour essayer de l'améliorer ou ça pourrait être le produit d'un compétiteur pour voir qu'est-ce que la compétition fait qu'on pourrait, qui serait intéressant à faire nous aussi. Et finalement, l'utilisation des normes et des règlements qui permet de voir, ça va être des contraintes qui vont nous obliger à mettre des choses dans notre logiciel, comme je disais tantôt, la loi sur la confidentialité des données. Alors, il y a des choses qu'on devra programmer dans notre logiciel pour respecter cette loi-là, par exemple. On voit ici un diagramme fonctionnel qui est un des outils très performants qu'on utilise en analyse à valeur. Alors ça, c'est notre simulateur de tir dont on parlait tout à l'heure. Le simulateur de tir permet à un apprenant à apprendre à tirer sur des cibles de l'intérieur d'un tank, d'un char de guerre. Là. Voyons, je me souviens plus du mot, là, le tank. Bon, alors, il y a plein de fonctions. Il y avait, je ne sais pas moi, des diagrammes comme ça, peut-être une vingtaine là, pour le simulateur au complet. Et ça, c'était une des branches, donc créer une session de formation. Et le diagramme, ça se lit en partant de gauche, en s'en allant vers la droite, en répondant à la question « Comment ». Alors, comment je crée une session de formation? C'est en créant des vagues de pratique et en assignant un étudiant à cette session de formation. Comment je crée des vagues de pratique? C'est en sélectionnant un terrain et en créant des trajets de cible. Là, ça pouvait continuer, mais j'ai développé que cette branche-là. Comment je crée des trajets? En montrant la carte, en assignant une cible au trajet que je veux faire sur la carte, en définissant la relation trajet-cible pour être sûr que les deux fonctionnent ensemble, en validant tout ça et en fixant des actions évasives des cibles aussi. Donc, la cible pouvait, quand on lui tire dessus, si on la manque, est-ce qu'elle peut reculer si c'est un camion ou bien monter ou descendre si c'est un avion, des choses comme ça. Alors, comment j'assigne une cible au trajet? C'est en sélectionnant la cible, la force de la cible aussi, donc sa grosseur, sa vitesse et tout ça. En créant le trajet, là, je vais aller de là à là, ou en éditant un trajet existant et vérifier la validité du trajet. Alors, donc, on ne passe pas à travers une montagne ou on n'atterrit pas sur une forêt ou des choses comme ça.
Et pourquoi je fais tout ça? C'est pour assigner une cible au trajet. Pourquoi je monte la carte, j'assigne la cible pour créer des trajets. Pourquoi je sélectionne un terrain et un trajet pour créer une vague de pratique. Pourquoi je crée la vague et je lui assigne un étudiant? Parce que je suis en train de créer une session de formation. Alors, le Scrum Master pourrait dire, par exemple, tout ce qui se trouve dans cette branche 1 ici, c'est quelque chose qu'on doit livrer en premier et qu'on doit travailler par rapport à ce qu'on fera pour la branche 2 et les autres branches. Alors, ça lui permet de structurer son travail, le travail qu'il a à faire. Alors, voici, ça, c'est le logiciel. Même si on n'est pas capable de lire, je vais vous montrer. Ça, c'est une branche de 7 du logiciel de préparation des données de circulation. Alors, c'est un très gros diagramme et on pouvait y aller à ce moment-là, quand on voulait structurer le travail de ceux qui vont développer, mais on s'est servi de ces branches-là pour dire, ben toi, Paul, tu vas être en charge de la branche numéro 4 ici, Antoine va être en charge de la branche numéro 3 et on peut comme ça s'organiser pour être sûr que tout est développé, qu'il n'y a rien qui tombe en deux chaises. On pourrait très bien dire, bien voici, ça c'est la branche la plus importante, c'est elle qu'on devrait valider en premier, donc on va la développer en premier, alors l'incrément numéro 1 si vous voulez, et on va faire valider ça par le client avant d'attaquer les autres branches, parce que ça c'est vraiment la base. Donc, ce diagramme-là nous permet de faire ça. On voit ici un autre diagramme, c'est ce qui résume un peu la vision du produit. Donc, alors même si on n'est pas capable de lire ce qu'il y a dans les boîtes, là, ce qui n'est pas ça qui est le plus important pour l'instant, c'est que ça représente une situation, l'ensemble des besoins c'est un système de réservation des transports pour les personnes handicapées. Donc, ce qui est en vert, c'était ce que le système actuel réussissait à faire assez automatiquement. Ce qui est en jaune, c'est ce que les opérateurs devaient faire manuellement pour répondre aux besoins. Ce qui est en rouge, c'est ce qui n'était pas fait du tout, ni manuellement, ni par le logiciel, donc des choses qu'on devrait rajouter. Et finalement, ce qui est en blanc ici, c'est des choses que la direction a voulu rajouter pour des raisons de gestion, préparer des tableaux de bord ou des choses comme ça. Donc, ici, le but était de... Bon, ils avaient un logiciel existant qui faisait quand même quelques-unes des fonctions, mais c'était très ancien, technologie ancienne. Maintenant, avec les tablettes, les cellulaires et tout, on voulait le GPS, on voulait améliorer le service en utilisant ces nouvelles technologies-là. Donc, au lieu de dire, ben oui, on va, en fait, le fournisseur a dit, oui, on peut faire ce que vous voulez, ça va coûter $1 million. Ben, c'est quoi ce que vous voulez? Ben, voilà, c'est tout ça ce qu'on veut. Et là, on pouvait encore une fois prioriser. Alors, c'est sûr que la branche 1 et la branche 2, c'est les fonctions de base du logiciel, donc c'était à prioriser ça. Et le fournisseur pouvait développer ces deux ensembles de besoins en premier, le premier incrément, faire valider tout ça. Et les autres, ce sont des fonctions support qui aident, qui facilitent tout ça, donc les développer ensuite pour que le logiciel soit plus facile à utiliser. Alors, tantôt aussi, je vous ai parlé de caractérisation des fonctions. Ici, on en voit un exemple, c'est notre simulateur de vol encore. Bien, ce qu'on voit ici, c'est des niveaux de performance. Alors, par exemple, dans la fonction « Créer une vague », bien, il faut que les outils, le niveau de performance est user-friendly, ça soit convivial, facile à utiliser. Les professeurs, ce n'est pas des informaticiens, donc on ne veut pas avoir à taponner. Il faut que ça soit vraiment très facile. Un autre niveau de performance d'une vague, c'est qu'on peut avoir pendant la vague un nombre de cibles concurrentes là, qui arrivent en même temps vers l'étudiant jusqu'à 4. Ici, F1, ça veut dire que c'est très important, mais pas tout à fait à n'importe quel coup. Contrairement au F0 ici, que ça veut dire que c'est absolument essentiel qu'on atteigne ce niveau de performance-là, quel que soit le coup. Okay? Alors ici, sélectionner le terrain sur lequel la simulation va avoir lieu. Il y avait deux types de terrains, des database terrain et on-database terrain. Donc, des terrains déjà tout montés, là, ça en prenait 8, un minimum de 8.
Tandis que des terrains qu'on peut assembler, 50, on doit pouvoir en faire 50. Okay? Et ça, c'est F0, ça veut dire c'est essentiel qu'on puisse faire ça. Une autre chose ici, la distance à laquelle on peut commencer à avoir des cibles était de 10 km. Alors, dans la vraie vie, c'est ça. À partir de 10 km, quelqu'un qui a des bons yeux va voir une cible qui s'avance vers lui. Évidemment, pas si c'est un petit drone gros comme ça, là, mais peut-être si c'est un avion qui s'en vient vers lui, il devrait le voir. Et il devrait pouvoir voir un paysage aussi jusqu'à 10 km de loin. Le champ de vision, lui, doit être de 128 degrés de large par 49 degrés de haut. Et ça, c'est pour représenter exactement ce que l'élève voit dans le camion, dans le tank. Et c'est important de respecter ça pour que ça soit plus réel. Et ainsi de suite. Donc, sur l'écran, on va voir 128 de large par 48 de haut par rapport à notre position de travail, là, de tir. Et donc, les niveaux de performance, c'est au-delà des fonctions, qu'est-ce que ça doit faire? Bien, il y a des niveaux de performance associés à ça qui vont driver, si vous voulez, le type de solution qu'on va envisager, dépendant de ce qu'on veut voir, de ce qu'on veut pouvoir calculer, de ce qu'on veut emmagasiner comme données, etc. Un autre exemple, ici, c'est notre exemple de préparation des statistiques de circulation. Là aussi, on voit des critères de performance et des niveaux de flexibilité avec un paquet de remarques, entre autres. Par exemple, si on voit ici, on veut enlever le compte qui s'est fait des journées atypiques. Alors, si on compte le trafic sur une route de campagne, et puis on compte pendant une semaine, puis il y a une de ces journées-là, il y a eu un festival du mouton dans cette région-là, bien évidemment, il y a beaucoup de trafic cette journée-là parce qu'il y avait un festival, mais on voudrait que manuellement, on puisse dire, bien, ces données-là, je vais les rejeter. Okay? Et ça serait intéressant que ça puisse être fait. Ensuite, il faut documenter la raison pour laquelle on a accepté ou rejeté cette journée atypique, parce qu'on pourrait très bien dire, oui, on va garder la journée atypique dans nos statistiques aussi, là, mais on peut aussi la rejeter. Mais le format doit être format texte. On doit être pouvoir capable de rentrer, j'ai enlevé ces données-là parce que ce festival-là arrive une fois aux 5 ans, donc on ne voulait pas le compter dans les statistiques. Et ça, c'est F0. C'est essentiel de pouvoir rentrer du format texte. Et puis d'avoir une liste de raisons typiques, ça, oui, la liste pourrait être dressée. Et oui, ça serait comme un nice to have. Là. Ça serait intéressant, mais pas si pertinent. Là, on pourrait les rentrer à la main, les raisons. Une autre chose qu'on fait en analyse à valeur, c'est le coût des fonctions. Alors, on a le coût total du projet, mais là, on va le distribuer sur les fonctions. Il y a différents outils pour faire ça. Et ça nous permet de voir où est-ce qu'on met l'argent. Alors, par exemple, si la fonction A, c'est habituellement la fonction du haut du diagramme, c'est la fonction de base, la raison d'être, si vous voulez, du produit qu'on est en train de développer. Bien, si cette fonction-là, ici, on voit qu'elle utilise 25% du coût du produit, alors que la fonction C, qui n'est peut-être pas une fonction si importante, une fonction à laquelle on donne une hiérarchie beaucoup plus basse, bien, elle a 30% du coût du produit, bien, on peut se poser des questions puis dire, mais comment ça se fait qu'on a tant d'argent ici par rapport à celle-là? On en a plus là que là, alors que ça, c'est la fonction de base. Est-ce qu'on pourrait enlever un peu d'argent ici puis en mettre là pour être plus cohérent? Et donc, ça nous permet de nous questionner, puis ça permet même de valider avec le client, de dire, mais regarde, ça, c'est la fonction de base, ça nous coûte 25 %, ça, c'est une fonction support, bon, peut-être que c'est intéressant là, pour améliorer ça, mais ici, c'est une contrainte que tu nous as posée, mais ta contrainte que tu nous imposes, elle coûte 30 % du coût du produit. Est-ce que c'est vraiment une contrainte ou c'est un caprice, puis est-ce qu'on pourrait réduire cette contrainte-là? Finalement, donc, on voit ici la hiérarchie des différentes fonctions. Ça, c'est notre portefeuille de projets informatiques. Donc, on avait, avec l'ensemble des projets, à répondre aux fonctions de l'entreprise. Voici les fonctions de l'entreprise. Et puis ça, c'est l'importance de chacune des fonctions. Donc, 23 pour cette fonction-là, 15, 14, 11. Et ce qu'on fait, c'est qu'on marie cette hiérarchie-là
avec ce qu'on voit ici, là, donc 23, 15, 11, hein, c'est les différentes hiérarchies des différentes fonctions. Et ici, on avait donc un portefeuille de projets qui coûtait certains coûts, et donc pour un total de 4 millions de dollars. Et donc, combien d'argent on allouait à chacune des fonctions? Alors, par exemple, ici, la fonction communiquer avec les clients, qui avait une hiérarchie de 4 bien, on lui accordait 4 du coût de notre portefeuille de produits. Et donc, c'est assez équilibré. Même chose ici, 11 et 12 Par contre, si on vient ici, cette fonction-là, qui était de gérer les ressources de l'entreprise, la hiérarchie était à 15 mais on lui accordait 23 du coût de notre portefeuille de projet. Alors là, il y a un déséquilibre. Alors, soit, encore une fois, ça nous permet de nous questionner, soit on est en retard ici, on a du rattrapage à faire, ou soit ça coûte cher faire ce qu'on fait, donc il faut développer des choses, c'est compliqué. Oui, ça justifie que ça coûte plus cher. Par contre, ça peut être, est-ce qu'on en a mis trop ici par rapport au reste? Alors ici, c'est l'inverse, gérer les ressources humaines, on a un poids de 5 et on accorde des peanuts, hein, 10 000 sur les 4 millions, soit presque 0 du coût des projets. Alors pourquoi on n'a pas un peu plus d'argent ici, puis un peu moins ici, pour avoir quelque chose de plus équilibré? Même chose pour la dernière ligne. Ici, on a 14 au niveau de la hiérarchie pour améliorer ces outils d'entreprise. Or, on n'y met que 4 du coût du projet, du portefeuille de projet. Alors, il y a un déséquilibre ici. On peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Alors, peut-être que ça, oui, c'est important, mais ça ne coûte pas tellement cher à satisfaire comme besoin. Des outils de business, c'est facilement achetable, tablette, et ça s'implante très facilement. Donc, ça ne coûte pas très cher. Il y a peut-être une réponse à ça, mais au moins, ça nous ouvre l'œil et ça nous fait poser des questions. Alors, une image vaut 1000 mots, on peut mettre ça comme ça. Donc, ça, c'est le coût qu'on y apporte, et ça, c'est l'important, pardon, c'est le contraire. Ça, c'est l'importance de la fonction, et ça, c'est le coût qu'on y apporte. On voit ici qu'il y a un déséquilibre majeur. Ça, c'est pas mal, ça, c'est pas mal. Ça, il y a encore un déséquilibre ici. L'importance est très grande, mais on y met très peu d'argent, ce qu'on vient de voir. Alors, on peut se poser des questions. Donc, c'est ça, quand on parle de valeur, c'est est-ce que ça vaut la peine de mettre cet argent-là, cette place-là? Un autre outil qu'on a, c'est le graphique de la valeur, le graphe de la valeur, qui représente, vous vous rappelez la définition de valeur, c'était satisfaction des besoins sur le coût. Donc, l'axe des Y représente le niveau de satisfaction des besoins. Donc, on va identifier quels sont les besoins qu'on cherche à satisfaire. On va leur donner un niveau de satisfaction et on va additionner tout ça pour avoir un nombre de points de mérite, si vous voulez, à quel niveau on satisfait nos besoins. Et ici, on a le coût. Le coût peut être en dollars, ça peut être en temps aussi. Ça prend tant de minutes de satisfaire ce besoin-là ou ça prend tant de dollars. Et dans le graphique, on retrouve différents points qui sont ici les 4 scénarios possibles. Alors, dans le turquoise, ici, c'est le scénario original, la situation actuelle, quand on en a une. Et ce qu'on voit ici, c'est que le scénario bleu, qui est le scénario numéro 2, est celui qui a la plus grande valeur. Alors, la pente ici représente la valeur. Alors, plus la pente est à pic, si vous voulez, plus la valeur est grande. Alors, par rapport au scénario actuel, l'original de ce qui existe actuellement, on a amélioré pour, si on regarde dans le scénario bleu, on a augmenté la satisfaction des besoins et en plus, on a réduit un petit peu les coûts. Donc, ça donne à cette solution-là une beaucoup plus grande valeur que la situation actuelle. Le point orange, lui, c'est un petit peu différent, c'est qu'on arrive à la même satisfaction des besoins, mais à un plus petit coût. Ce qui fait que sa valeur est plus importante que la situation actuelle. Moins que le bleu, mais plus que l'actuel. Tandis que la ligne jaune ici, qui est pratiquement la même que la ligne turquoise, ben, ce qu'on a fait, c'est qu'on a amélioré la satisfaction des besoins. On a une plus grande satisfaction des besoins, mais en même temps, on a aussi augmenté les coûts. Alors, pour l'instant, la ligne jaune est juste un petit peu
presque la même chose que la ligne turquoise, mais avec un petit peu plus grande valeur. Alors, si cette ligne jaune-là était en dessous de la ligne turquoise, là, on perdrait de la valeur. Donc, ça ne serait pas intéressant. Alors, ce graphique-là nous permet d'identifier parmi les solutions possibles à notre produit qu'on développe, quelle solution a la plus grande valeur. Alors ici, c'est la solution sur la ligne bleue, ce point-là. C'est le résumé de toute une étude de la valeur qu'on peut faire qui nous permet d'abord d'identifier les besoins. Avec une séance de créativité, on cherche différentes solutions. On a identifié les solutions possibles et leurs coûts et on met ça dans le graphique de la valeur pour voir quelle solution a la plus grande valeur. Alors, tout ça, c'était pour vous montrer quelques outils qu'on utilise, donc le diagramme fonctionnel, la caractérisation des fonctions, la hiérarchisation des fonctions, à quoi ça sert, la distribution des coûts, la distribution fonctionnelle des coûts, et finalement, le graphique de la valeur, qui sont les outils qui nous permettent de faire des études de la valeur et qui peuvent être utilisés main dans la main avec une approche agile pour définir le meilleur produit et les différents incréments pour répondre aux besoins des clients. Alors, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Maintenant, on va passer aux questions.